Nous voyons surtout la femme de l'aîné des Beauharnais. C'était une femme fort distinguée par l'esprit comme par le caractère, sous tous les rapports supérieure à sa belle-sœur. Sa conduite, malgré la légèreté de son mari, avait toujours été irréprochable, et lorsqu'elle fut conduite en prison, elle fut au nombre des femmes dont l'attitude noble et courageuse fut la plus remarquée. Madame de Beauharnais, l'aînée, pour recouvrer une partie de ses biens, avait fait prononcer le divorce, ce qui alors, pour presque toutes les femmes d'émigrés, ne souffrait aucune difficulté. Dans les démarches si nombreuses et si difficiles qu'elle eut à faire pour défendre ses intérêts, elle fut aidée avec le plus touchant dévouement par un mulâtre qui logeait dans la maison qui lui appartenait. Elle l'aima et fit la folie de l'épouser. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Un homme noir qui épouse une marquise au XVIIIe siècle, à l'époque où triomphent l'esclavage et la traite négrière, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit en 1797, une histoire d'amour qui transcende les règles établies. Et c'est ce que nous raconte l'auteur que nous recevons aujourd'hui dans son ouvrage Les oubliés de Cézanne. Nous recevons Bernard Derty. Bernard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre émission. Merci de m'avoir invité. Pour nous parler de ce bel ouvrage. Alors, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef chez France Télévisions. Vous avez été notamment directeur de la rédaction de France 3 en Champagne-Ardenne à Reims. Vous êtes né à Paris, originaire de la Martinique. Et vous publiez aujourd'hui Les oubliés de Cézanne, un ouvrage qui trace l'histoire authentique d'une femme ex-marquise avec un homme de couleur au XVIIIe siècle, en pleine période de l'esclavage. C'est ça. Est-ce que c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, mais c'est surtout une histoire oubliée. C'est-à-dire que Napoléon et son épouse Joséphine de Beauharnais, Joséphine née aux Trois-Îlets, ont tout fait pour effacer ce couple hors norme de l'histoire. Ils ont tout fait pour qu'on n'en parle plus. Et ils ont réussi, puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est Marie-Françoise de Beauharnais, non plus Charles-Guillaume Castin, qui se sont épousés et qui ont été exilés dans la Meuse, département à l'est de Paris, où lui était chargé de fabriquer, de faire fabriquer des chariots pour la grande armée, des caissons pour l'artillerie, et elle était priée aussi de se taire. Et il fallait qu'il soit là, exilé, parce qu'à la cour de Napoléon, on ne voulait pas voir de noir. Alors effectivement, c'est une histoire qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est votre premier roman. Ce n'est pas un roman, je tiens à dire, c'est un récit historique, parce que c'est à partir, dans un style journalistique d'ailleurs, de faits réels que j'ai effectivement essayé de retracer ce qu'est l'histoire de ce couple qu'on a voulu effacer de l'histoire. Effectivement, votre ouvrage est un livre historique qui détaille la monarchie, la Révolution et l'Empire avec beaucoup de détails et de faits en fait et d'éléments. Est-ce que c'est une période qui vous fascine et comment avez-vous fait pour rassembler autant d'éléments sur cette période? J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup cherché pour pouvoir rassembler tous ces éléments. Mais c'est une période importante puisque c'est un bouillonnement total que cette période de la Révolution, où tout ce qui est tout ce qui se passe à ce moment-là devient très très différent, où il va se passer des choses extraordinaires. Il n'y aurait pas eu la possibilité de ce mariage entre l'ex-marquise et ce mulâtre de Saint-Domingue s'il n'y avait pas eu la Révolution. Ça paraît évident. Il y a eu un bouleversement total de la façon de faire, de la façon de penser. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu non plus de Napoléon Bonaparte s'il n'y avait pas eu la Révolution. Donc c'est une période de foisonnement intense, de faits, d'idées, et de tout cela résulte effectivement ce mariage hors norme d'une ex-marquise et
d'un mulâtre riche, mais mulâtre de Saint-Domingue. Alors, c'est vrai qu'au moment où l'esclavage prospère dans les colonies françaises, au moment où l'union légitime entre une femme blanche issue de l'aristocratie et un homme de couleur est un acte clandestin et révolutionnaire, comment ce mariage a été possible? Mais il était possible justement à cause de la Révolution. Il se trouve que Charles-Guillaume Castin, qui était fils de mulâtre de Saint-Domingue, a été pendant un certain temps le porte-parole des mulâtres au nord de Saint-Domingue, dans la région du nord, celle du Cap français. Et dans ce Cap français, en 1793, il y a le général Galbaud qui est arrivé avec l'intention de remettre de l'ordre et surtout de remettre les colons blancs en avant de façon à ce qu'ils récupèrent à la fois et leurs terres et leur autorité. Et il s'est trouvé qu'il y avait aussi les commissaires civils, Santonax, Polverel, qui avaient été envoyés par le gouvernement de la République pour tenter de mettre de l'ordre dans cette colonie. Et Santonax s'est allié notamment avec les mulâtres et avec leur porte-parole qui était Charles-Guillaume Castin pour tenter de recouvrer une certaine légitimité dans cette province. Or, ils n'ont réussi à repousser les Blancs du général Galbaud que grâce aux Noirs de Toussaint Louverture qui sont venus les aider. Et cette aide n'a pas été sans retour, puisque c'est à cause de cette aide que les commissaires de la République ont prononcé dès août 1793 l'abrogation de l'esclavage. C'est-à-dire plusieurs mois avant que cela ne soit fait par l'Assemblée nationale qui l'a faite en février 1794. Effectivement. Est-ce que c'est comme ça que vous avez eu connaissance de ce Charles-Guillaume Castin et vous avez tiré le fil jusqu'à trouver... J'ai eu connaissance d'abord par un article que j'avais lu dans la revue des Deux Mondes d'André Gavotti, qui est un historien et qui parlait tout simplement du beau-frère de couleur de l'impératrice Joséphine. Donc ça vous a mis la puce à l'oreille Je me suis dit, pour comme tirer vous, le fil. Qui est-ce? Je ne connais pas. Où est-il? Qui est-il? J'ai regardé sur Wikipédia, pas de fiche sur Wikipédia de Charles-Guillaume Castin. Marie-Françoise de Beauharnais, pas de fiche Wikipédia non plus. D'ailleurs, ils n'en ont toujours pas. Oui. On ne les connaît pas. En revanche, on connaît et on trouve effectivement des éléments sur la mère de Marie-Françoise de Beauharnais, Fanny de Beauharnais. On trouve sur sa fille, Émilie de Beauharnais, qui deviendra Émilie de la Valette. Et on sait effectivement la suite de l'histoire où, ayant épousé l'aide de camp de Napoléon, elle le fera fuir de sa prison au moment de la Restauration en lui confiant ses habits, elle-même restant en prison, et lui s'évadant sous les habits de sa femme. Tout ça, on connaît. Il y a eu des films, il y a eu des romans sur Émilie de la Valette, mais sur la mère, Marie-Françoise de Beauharnais, qui a épousé le nègre Castin, le nègre parce que c'est ainsi que Napoléon parlait de lui, eh bien, on n'a rien. Alors, j'ai essayé de retrouver le maximum de choses. On parle de lui à la Révolution, mais on parle de lui aussi à la Restauration. Et puis, il y a aussi la possibilité d'en savoir un tout petit peu plus sur lui en lisant différents rapports sous la Restauration, sous la Révolution. Et en ce qui la concerne, on peut effectivement, vous avez cité en début de cette émission le chancelier Pasquier qui recevait Joséphine et Marie-Françoise de Beauharnais à Croissy, en face de Rueil-Malmaison. Eh bien, le chancelier Pasquier, qui sera ministre sous Napoléon, sous la monarchie, jusqu'à la monarchie de Juillet, a vu et rencontré Marie-Françoise de Beauharnais. Il a vu qui elle était. Il a su effectivement que cette marquise qui avait épousé son cousin germain François de Beauharnais était une personne de valeur, et il le dit, et comme vous l'avez rappelé,
de plus grande valeur sans doute que de l'était sa cousine Joséphine. Joséphine qui était sa cousine, effectivement. Alors, vous avez parlé de Charles Guillaume, et maintenant Marie-Françoise. Comment vous êtes arrivé jusqu'à elle? Ah ben, là encore, il existe tout de même à travers les Beauharnais. Et là, il faut que je dise la chose suivante, c'est que il y a un professeur d'histoire qui enseigne à l'université Antilles-Guyane, qui s'appelle Éric Noël. Mhm. Et le professeur émérite Éric Noël a beaucoup travaillé pour sa thèse sur les Beauharnais et sur les Castins. Donc, vous avez eu des Et j'ai éléments? puisé dans ces livres D'accord. de thèse d'Éric Noël beaucoup des détails que j'ai rapportés dans mon livre. Concernant les Beauharnais. Donc, Concernant les Beauharnais alors, et concernant aussi les Castins qui étaient considérés comme des aristocrates noirs. Oui. Alors, bon, on a à peu près compris l'origine de ces deux personnes, mais quand même, comment ils se sont rencontrés et comment leur histoire a été possible? Leur histoire a été possible parce que, encore une fois, la Révolution est dans son bouillonnement. Ils se sont rencontrés à Paris. à Paris. Marie-Françoise de Beauharnais habitait dans un hôtel, l'hôtel Beauharnais, rue Neuve des Mathurins. Et cet hôtel, au moment de la Révolution, au moment de la Convention plus exactement, a été réquisitionné pour y loger des réfugiés. Des réfugiés venus d'Espagne, mais aussi des réfugiés venus de Saint-Domingue. Il s'est trouvé que Charles-Guillaume Castin avait un beau-frère venu de Cézanne, originaire de Cézanne, qui s'était installé à Saint-Domingue et qui a épousé sa sœur. Et lorsqu'il était prié de venir représenter Saint-Domingue à la Convention, il a pris le bateau et il a été logé dans cet hôtel de la marquise de Beauharnais. Et à la suite de quoi, lorsque Castin, à son tour, a quitté Saint-Domingue pour gagner Paris, eh bien, il a été rejoindre son beau-frère. Et là, avec son beau-frère Pierre-Nicolas Garneau, il a rencontré la marquise Marie-Françoise de Beauharnais. C'est comme ça que la rencontre a eu lieu. Voilà, alors je le dis, elle n'était pas la princesse de Clèves, lui n'était pas le duc de Nemours, mais au premier regard, ils se sont aimés. C'est ça. Et lui a continué auprès d'elle à l'aider dans ses affaires de 94 jusqu'au jour de 97, où ils sont allés jusqu'à commettre la folie, comme le dit le chancelier Pasquier, la folie du mariage. De se marier. Alors, comment ils ont fait pour imposer leur amour et braver les codes de l'époque? Puisqu'en fait, ils avaient toute leur famille contre eux, mais toute la société c'était contre possible parce que c'était la Révolution. À la Révolution, il s'est passé tout de même beaucoup de choses. Il y a même eu un des premiers maires noirs dans le sud de la France. Il y a eu des officiers noirs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette période. Donc tout cela était possible parce que dans ce bouillonnement, tout était possible. Et les choses sont devenues impossibles à partir du 18 Brumaire, lorsque Bonaparte a pris le pouvoir et qu'il a déclaré que la Révolution, c'était fini. Mais entre-temps, ils avaient été exilés. Ils ont été exilés dès que le consulat s'est mis en place, dès que Napoléon Bonaparte, à l'époque, a pris le pouvoir. Et ils n'ont été exilés qu'à partir de ce moment-là. Avant, ils étaient à Paris, mais dans le cadre du directoire, puisque c'est les directoires qui dirigeaient la France à ce moment-là, et ils voyaient effectivement, ils fréquentaient tous les mulâtres de Paris. Il y en avait d'autres. Hein. Il y avait le chevalier Saint-Georges, il y avait le général Dumas, mais il y avait aussi le secrétaire général de la police, hein, Auguste Piss, qui était aussi un originaire de Saint-Domingue, qui était à Paris. Et il aura fallu l'arrivée de Bonaparte pour que tout cela se détruise et que l'on déclare, comme l'a fait Napoléon, et déclarant que les Noirs, mulâtres et autres gens de couleur ne pouvaient pas séjourner à Paris. C'est ça. Vous dites la chasse aux Noirs, vous dites dans votre livre. C'était un peu la chasse aux Noirs. Ah oui. Mais il y a des exceptions.
Parce que Napoléon ne voyait de noir que ce qui était noir. Lorsque le noir était clair, lorsque le noir était presque blanc, il considérait qu'il n'était pas noir. C'est ainsi qu'il a eu un général qui s'appelait Joseph Serrand, né d'une mulâtresse et d'un blanc à Saint-Pierre de la Martinique, qu'il aura comme général, mais qu'il fera baron d'ailleurs, mais que pour lui, il ne le considérait pas noir parce qu'il ne le voyait pas noir. C'est ça. Alors, il les exile à Cézanne. Pourquoi Non, il Cézanne? les exile à Sampigny d'abord, dans la D'accord. Meuse. Et à l'issue de Sampigny, en 1814, lorsque Louis XVIII reprend le pouvoir à Napoléon, après Waterloo, eh bien, tout simplement, Charles-Guillaume Castin et son épouse Marie-Françoise de Beauharnais sont priés d'abandonner l'entreprise de fabrication de chariots et de caissons d'artillerie pour la Grande Armée. À Charles-Guillaume Castin, on lui propose de devenir garde-magasin, en étant payé que même pas le tiers de ce qu'il avait jusqu'à présent. Alors, il s'offusque, d'autant qu'il a pris de l'âge, et il dit non, je ne veux pas rester garde-magasin là où j'étais directeur jusqu'à présent. Et ils sont regroupés à Cézanne autour de Pierre-Nicolas Garneau, qui avait fait connaître Marie-Françoise de Beauharnais à son beau-frère Charles-Guillaume Castin. Ils se sont retrouvés toute une famille antillaise, plusieurs familles antillaises, à Cézanne, et c'est là qu'ils ont terminé leur vie. La première à disparaître, ce fut Marie-Françoise en 1822, puis quelques années plus tard, en 1829, ce sera au tour de Charles Guillaume. Après 1822, eh bien, Charles Guillaume écrira l'épitaphe de sa femme sur cette stèle que l'on voit d'ailleurs sur la couverture de mon livre. On ne peut plus la lire parce que la tombe est un peu abandonnée, même beaucoup abandonnée. Et cette épitaphe et cette tombe lui aura coûté 800 francs d'époque. C'est une somme énorme pour l'époque. Et c'est là-dedans, dans cette épitaphe, on voit tout son amour pour Marie-Françoise de Beauharnais. C'est une belle histoire. Alors, votre ouvrage aussi révèle les zones de friction entre les idéaux des Lumières, la réalité coloniale, les ambitions politiques de la France impériale. Et en particulier, vous décrivez de façon très précise le contexte et la complexité des rapports sociaux et des codes de couleur, notamment les mulâtres à Saint-Domingue. Et on comprend que les mulâtres à Saint-Domingue ont une place de choix dans cette société. Ils ont une place de choix, mais ils ne sont pas à l'égal des Blancs. Et au fur et à mesure que la classe mulâtre se met en place et s'affirme et devient propriétaire et de plus en plus riche, elle suscite l'hostilité des Blancs, notamment des petits Blancs, qui eux ne sont guère que cabaretiers, artisans, quelque chose comme ça. Et il y a effectivement des tensions importantes entre cette classe mulâtre riche, des Blancs qui le sont moins, une administration coloniale qui méprise le tout, hein, les Blancs comme les mulâtres et encore plus les esclaves. Et cette société-là est en train de bouillonner avec les idées qui ne sont pas encore présentes mais qui viennent de la France, avec les idées des philosophes, où on sent effectivement que cette marmite tropicale est prête à exploser. Et c'est comme ça qu'elle explose et que Charles Guillaume quitte c'est comme ça qu'elle explose, que Toussaint Louverture va montrer toute sa capacité et que Charles Guillaume quittera Saint-Domingue pour la France et pour Paris. Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure des autres mulâtres ou noirs qui étaient à Paris. Il y a évidemment le général Thomas-Alexandre Dumas. Il y a aussi le chevalier Saint-Georges, Toussaint Louverture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, comment ils sont arrivés? Oui, je peux vous parler de ces deux-là. Le général Dumas, on le connaît. Le chevalier Saint-Georges. Ils se connaissaient tous entre eux? Oui, ils se rencontraient à Paris. Il y avait aussi quelqu'un qu'on oublie peut-être, qu'on connaît moins, qui était un mulâtre très clair, qui était un peintre qui s'appelle Guillon Lethière, qui a
beaucoup peint et Oui, qui a peint oui, vous en notamment parlez dans votre pour, livre, tout à fait. sur Haïti. Mm. Guillaume Lethière, Auguste Pisse, le général Dumas, tous ces gens-là, le chevalier Saint-Georges, tous ces gens-là ont vécu effectivement cette période de la Révolution. Et ils ont été stoppés dans leur capacité à développer leur talent à partir du moment où Napoléon est arrivé. C'est ça. Il ne faut pas oublier que Dumas a participé à la campagne d'Égypte avec Napoléon. Et il s'est fâché avec Napoléon parce qu'il a estimé que Napoléon ne voulait pas installer en Égypte les valeurs de la République, mais qu'il voulait se faire une royauté en Égypte. Et il a quitté la campagne d'Égypte. C'est là qu'il était prisonnier ensuite dans son voyage de retour à Tarente par le royaume de Naples et qu'il était torturé et qu'il est revenu en France quelques années plus tard où il était à moitié paralysé et à moitié aveugle. Quant au chevalier Saint-Georges, qui a eu une brillante carrière de musicien sous Marie-Antoinette, ce même chevalier Saint-Georges continuera dans la Révolution en étant le colonel chargé de la Légion des Américains. C'est ainsi qu'on appelait toutes les personnes qui venaient des Antilles, c'était les Américains. Hein. Eh bien, la Légion des Américains s'est battue, elle s'est battue en France, et finalement, le chevalier Saint-Georges connaîtra un sort moins enviable, il ira en prison aussi à un certain moment parce qu'on le dénoncera, parce qu'on pensait qu'il était plus près de la royauté, parce qu'il avait été aussi un musicien très prisé par la reine Marie-Antoinette. Il aura quelques ennuis et il mourra juste avant que Napoléon ne vienne au pouvoir. Mais Napoléon se vengera tout de même de lui parce qu'il interdira toutes les œuvres du chevalier Saint-Georges à l'opéra. Là aussi, il l'effacera de l'histoire, et ce n'est qu'au XXe siècle, et récemment, qu'on redécouvrira le chevalier Saint-Georges. On voit vraiment la politique active de Napoléon Bonaparte avec sa politique raciale. Ah oui, elle était importante et intense. Je parlais à l'instant du général Dumas. Le général Dumas, au Caire, est entré à cheval dans la mosquée du Caire pour faire cesser une révolte. Et il y aura un tableau peint par David ou Giraudet, je ne sais plus, qui montre effectivement cet épisode. Et au lieu d'un général Dumas, vainqueur, on y mettra un hussard blond aux yeux bleus. Et c'est ainsi que Napoléon concevait la communication en changeant effectivement les éléments. Même chose que le même Napoléon dont on dit qu'il a franchi le col du Saint-Bernard sur un grand cheval blanc. On voit très souvent ce tableau. Oui. En réalité, Napoléon a franchi le col du Saint-Bernard sur une mule. Une autre version de l'histoire. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez aussi beaucoup de la famille Beauharnais, évidemment, et vous dites qu'elle incarne l'ambiguïté de l'élite créole. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que les Beauharnais ne doivent leur fortune qu'au fait qu'ils ont eu des possessions à Saint-Domingue et qu'ils se sont aussi fait en sorte de se marier avec des colons des Antilles. Il ne faut pas oublier que François de Beauharnais, le beau-père de Joséphine de Beauharnais, avait été gouverneur de la Martinique. C'est grâce à cela d'ailleurs que Joséphine a pu épouser son fils. Et que tous ces gens-là, ils avaient leur fortune qui prospérait aux Antilles et ils étaient à la cour en même temps de France, la cour de Louis XVI. Et comme disaient les colons, qui étaient nombreux à Paris et qui vivaient une vie fastueuse, on disait que la cour de Louis XVI est en train de se créoliser. C'était aussi un terme. Mais c'est l'ambiguïté de ces créoles, ou plus exactement de ces colons. Les Beauharnais n'étaient pas des créoles, puisqu'ils n'étaient pas nés
aux Antilles, mais ils se sont alliés avec des gens qui l'étaient, et il y a toute cette ambiguïté qui était de continuer à dominer grâce à l'économie prospère de ces îles des Antilles. C'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette page historique, hein, cette fenêtre sur ce couple qu'on ne connaissait pas et qui revit à travers votre ouvrage. Ben, j'espère, et c'est ce que je souhaite, c'est que l'on reconnaisse et qu'on fasse revivre ce couple, et sans oublier que Marie-Françoise de Beauharnais, dont la tombe que nous voyons sur la couverture de mon livre est abandonnée, est tout de même la grand-tante de Napoléon III. Elle est aussi alliée, grâce à ses neveux, aux cours et aux monarchies de Belgique, de Norvège, de Suède, par sa nièce, la fille de son frère, qui était la grand-mère de Albert Ier de Monaco. Effectivement. La grand-mère de l'épouse d'Albert Ier de Donc elle a Monaco. toutes les raisons d'être Voilà. réhabilitée. Donc il y a une quantité de gens qui devraient pouvoir s'intéresser à cette personne qui est leur parente, à commencer d'ailleurs par le prince actuel de Monaco, Albert II, dont il ne faut pas oublier que son premier fils est un mulâtre. Très bien. Bah, écoutez, merci pour toutes ces révélations qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que cette page d'histoire vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour rencontrer un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. Merci, à bientôt.